Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Rencontre. Voilà, après G20, c'est l'ASEAN, l'Association des Nations de l'Asie Sud-Est, avec le dirigeant chinois, avec le dirigeant du Japon et de Corée du Sud, mais aussi le président américain, le dirigeant russe étant comme observateur, bien sûr. Bon, les pays asiatiques se réunissent pour discuter aussi de problèmes économiques, mais aussi de sécurité, de politique de la région. Alors, de quoi il s'agit? Qui sont les participants? Pourquoi à ce moment? Bon, pour répondre à toutes ces questions, aujourd'hui j'ai mes deux invités, Richard Ax, journaliste français, correspondant de Parisien à Pékin. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Et professeur Li Tan, de l'Institut de diplomatie de Chine. Bonjour. Bonjour. Bon, ma première question est à professeur Li Tan. Qu'est-ce que c'est l'ASEAN? Qui sont les participants? Et surtout, on voit, il y a beaucoup de chiffres, hein, 10 plus 1, 10 plus 3, 2 plus 7, etc. Qu'est-ce que cela signifie tout ça? Oui. Effectivement, on a une structure assez complexe dans la région. Donc, concernant l'ASEAN elle-même, c'est la sigle de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, fondée en 1967 par 5 pays de la région. Mais aujourd'hui, le nombre des pays membres de l'ASEAN est 10. Donc, pour parler de ces 10 pays, il y a une méthode assez facile de retenir tous ces noms. Il faut, d'après moi, donc, diviser le groupe en deux. Donc, il y a un groupe donc, continental, un groupe insulaire. Alors, sur le continent, vous avez les 3 pays donc, voisins de la Chine, donc, Laos, le Vietnam, Cambodge, n'est pas pays voisin, mais n'est pas loin. Et la Thaïlande, plus la Birmanie, le Myanmar. Pour le côté insulaire, vous avez Singapour, l'Indonésie, Brunei, les Philippines. La Malaisie est un peu sur le continent, un peu insulaire, donc on peut voilà, entre les deux. Voilà. Et Singapour aussi. Le Singapour, c'est insulaire, hein, c'est une île. Hein, donc voilà. Sur la base de ces 10 pays de l'ASEAN, ils ont monté quelques structures ajoutées, par exemple. Leur dialogue avec la Chine a pris la forme de cette 10 plus 1. Voilà, 10 plus 1, comme avec le Japon et la Corée du Sud, 10 plus 3. Ça, c'est 10 plus 3. 10 plus 3. La formule 2 plus 7, ça c'est une nouvelle formule qui a été proposée par le Premier ministre chinois, Li Keqiang, il y a 3 ans, en 2013, pour montrer la nouvelle piste de la coopération régionale. Donc 2 ici, ça veut dire les 2 consensus auxquels devraient arriver les pays membres de l'ASEAN et de la région, c'est-à-dire le premier consensus sur l'importance de la confiance stratégique concernée, le deuxième consensus sur l'importance du développement économique de la région. Et les 7, ça veut dire les 7 domaines dans lesquels qu'il devrait développer une coopération substantielle. Donc 2 consensus, 7 domaines. 7 domaines, voilà, 2 plus 7, une nouvelle formule. Oui. Je voudrais juste ajouter une chose sur cette ASEAN qui a été créée en 1967. À l'époque, c'était dans un contexte très particulier. C'était avec l'aide américaine, une façon C'était encore durant la guerre froide. De la guerre froide. Exactement. C'était donc dirigé pour contrer en quelque sorte l'influence soviétique à l'époque. Et puis ça a complètement changé après l'effondrement de l'Union soviétique, enfin 6 ans après, en 97. Là, il y avait une crise économique en Asie et ces pays ont été assez contents de se retrouver, de demander à la Chine, au Japon, à la Corée de venir également donc comme on observateur. passe de sécurité à l'économie pure. Et depuis, c'est essentiellement un regroupement en vue d'améliorer l'économie. D'ailleurs, ça n'a pas si mal marché. Depuis 1997, c'est assez efficace dans pas mal de domaines. L'économie, les finances, l'agriculture, l'environnement, tout ça, c'est des chapitres
intéressant de ce genre de réunion. Et je vois que la France a des relations très particulières avec certains pays asiatiques, comme Vietnam, comme Cambodge, etc. Ils sont même, je crois, membres des pays francophones. Alors, est-ce que, justement, à cause de ça, est-ce que les médias français s'intéressent à cette sorte de rencontre? On parle très peu. Hein. On en parle assez peu, en fait. Non, c'est vrai qu'il y a ce passé avec la France, c'était à l'époque des colonies, c'est assez loin quand même. La France était présente dans ce on appelait ça l'Indochine. L'Indochine, voilà. Et puis, moi je me souviens qu'un jour j'étais à Hanoï avec une délégation française et un ministre vietnamien m'avait dit, avec les Français, on a de la nostalgie. Avec les Américains, c'est différent. Les Américains ont une culpabilité par rapport au Vietnam. Les Français, à cause de la guerre de Vietnam, bien sûr. Les Français, ils ont une nostalgie. Bon, enfin, donc, c'est pas si mal vu, mais il reste assez peu de traces, en fait, dans ces pays de la présence française. Bien sûr. Là, François Hollande vient de faire un voyage au Vietnam avec l'idée, premièrement, de développer une école française à Hanoï. C'est important, c'est vrai, que la langue française continue à circuler là-bas, alors qu'elle est pas mal oubliée. L'anglais est passé devant. Et puis également, le dirigeant qui parle avec vous, il parle le français. Oui, à l'époque, oui, c'était dans les années 90. Oui, il avait connu la présence française. Et puis non, en fait, ce qui a été le plus important dans le voyage de Hollande au Vietnam, c'est la vente d'Airbus qui a été concrétisée pour un montant de 5,8 milliards d'euros. Voilà, on est passé entre la France, le Vietnam, le Cambodge et le Laos d'ailleurs, à une économie beaucoup plus, enfin une relation beaucoup plus économique. Mon père est né à Vietnam justement. À cause de ça, qu'il est francophone, on voit que le Vietnam était très influencé culturellement, mais même linguistique par la France. Il y a une autre question très simple. Hein, et dans les rencontres des sommets, des différents sommets en Asie, en Europe, etc., la Chine, quelquefois, c'est le président Xi Jinping, pour le G20 par exemple. Et cette fois-ci, pour l'ASEAN, c'est le Premier ministre Li Keqiang. Et la question est simple, pourquoi cette fois-ci c'est Li Keqiang? Je vois que, par exemple, pour rencontre sommet entre la Chine et l'Europe, quelquefois c'était le Premier ministre, et maintenant ça devient le président. Et pourquoi cette fois-ci c'est Li Keqiang? Oui, c'est une question un peu difficile à répondre parce que là, c'est une question qui touche au système politique des pays concernés. Vous savez, il y a des pays qui ont un système parlementaire, il y a un pays qui a un système présidentiel. Pour ceux qui ont un système présidentiel, par exemple aux États-Unis, il n'y a pas cette distinction. Chef de l'État et le chef du gouvernement. Et pour le système parlementaire, c'est toujours le chef du gouvernement qui aller à ces grandes réunions internationales pour représenter l'État, même s'il existe un chef d'État protocolaire, soit un roi, soit une reine, soit un président protocolaire chez eux. Ce n'est pas le cas de la Chine, ni le cas de la France. La France, avec son système semi-présidentiel, voilà, vous avez à la tête de votre diplomatie, on dirait deux têtes. Voilà, donc le président peut jouer un rôle primordial, mais le Premier ministre aussi. Surtout à l'époque de la cohabitation. Mais pour le cas de la Chine, c'est assez différent. Donc, nous avons le président de la République, qui est le numéro 1 dans notre système politique. Mais nous avons aussi le Premier ministre, l'actuel Premier ministre est le numéro 2 dans notre système politique, mais c'est lui le chef du gouvernement. Alors pour ces grandes rencontres internationales, quand il s'agit, en général, il y a une distinction entre celles qui touchent les questions générales, stratégiques. Alors, ça doit être le chef de l'État qui vont à ces réunions. Quand il parle surtout à des questions socio-économiques, ça doit être le Premier ministre qui représente la Chine pour ces grandes rencontres internationales. Par exemple,
pour le G20, pour la rencontre entre les dirigeants du groupe BRICS, pour ces réunions annuelles du groupe de la coopération de Shanghai. Voilà. C'est le président de la République qui y va. Mais pour l'ASEAN, 10+1, 10+3, le sommet Chine-Asie-Europe, des réunions de ce genre, c'est le Premier ministre. Le sommet du G20, il était organisé par la Chine et en Chine, à Hangzhou. Donc c'est assez normal que le chef de l'État y soit, alors que l'ASEAN, la Chine est associée. C'est moins directement sa responsabilité. Et donc, je trouve que ça peut s'expliquer, comme c'est plus technique, en même temps, plus économique, que ce soit le Premier ministre. Mais si on regarde le président américain Obama, il n'a pas ce genre de scrupules. Lui, hein. Il est allé au sommet de l'ASEAN au Laos Voilà. parce que l'Amérique est à l'origine derrière l'ASEAN. Bon, comme tout à l'heure, le professeur l'a dit, 10+1, c'est la Chine. Bon, et la relation entre la Chine et l'ASEAN, c'est une longue histoire. On va regarder ensemble ce petit reportage et puis on va continuer notre discussion. Parti d'un niveau modeste il y a 25 ans, le commerce entre l'ASEAN et la Chine n'a depuis cessé de s'accroître. Aujourd'hui, l'ASEAN fait plus de commerce avec la Chine qu'avec aucun autre pays, tandis qu'elle constitue le 3e plus grand partenaire commercial de la Chine. Sur un plan stratégique, la Chine a participé à des exercices de secours en cas de catastrophe et à des exercices militaires conjoints avec les pays de l'ASEAN au cours des dernières années. Le tourisme dans les deux sens s'est accru et les liens éducatifs se sont renforcés. Ce qui demande plus de temps pour décoller est l'investissement chinois dans l'ASEAN, même si cela semble changer avec l'initiative Une ceinture et une route. La Chine a déjà rehaussé l'accord de libre-échange avec l'ASEAN, mais avec le Japon, la Corée du Sud et d'autres pays, elle espère amener cela à un nouveau niveau en forgeant un partenariat régional économique compréhensif. Les deux parties veulent que le commerce bilatéral atteigne 1 000 milliards de dollars par an d'ici 2020. Le partenariat régional économique compréhensif aidera les deux parties à réaliser l'objectif. Et en réalisant et étendant le commerce bilatéral entre ASEAN et la Chine, le bien-être des peuples de la région et la stabilité des systèmes politiques de la société des pays régionaux en bénéficieront certainement. Nombreux sont ceux qui pensent qu'une forte interdépendance économique permettra de garantir que l'ombre dans leurs relations, la question de la mer de Chine méridionale, ne dégénérera pas. La coopération régionale est finalement ce que nous offrons aux gens en termes de services publics, en termes de bénéfices et en termes de meilleurs rendements économiques. Je pense donc qu'on pourrait encourager de meilleurs investissements mutuels Chine-ASEAN, de meilleurs échanges de ressources humaines, afin qu'au final, les deux parties puissent créer une classe moyenne plus forte et plus grande qui crée de la richesse des deux côtés. En d'autres mots, davantage de la même chose, s'il vous plaît, alors que la Chine et l'ASEAN regardent vers le prochain quart de siècle de partenariat. Voilà, on a beaucoup insisté sur l'économie, mais dans le reportage, on a parlé aussi. Il y a une différence entre la Chine et certains pays de la région, c'est la crise de la mer méridionale. Alors, apparemment, les médias occidentaux et de l'Asie disent que dans cette rencontre 10+1, on ne parle absolument pas, on ne mentionne même pas la mer de Chine. Alors c'est une victoire, on dit, de la Chine. Professeur Lee, vous pensez que c'est une victoire de la Chine? D'abord, à mon avis, l'ampleur de cette affaire, de ces différends, n'atteint pas encore celle d'une crise géopolitique dans la région. Ce n'est pas un sujet d'abou, ni même pour ces réunions de l'ASEAN. J'ai lu des reportages, le Premier ministre chinois, pendant la réunion à 10+1, il a parlé de ce sujet, il a exprimé la position chinoise là-dessus, donc ce n'est pas un sujet d'abou. Il ne faut pas considérer cela comme une victoire de la diplomatie chinoise, si tout le monde accepte de rester muet là-dessus. Voilà, donc la question est là, sur comment gérer, les différends sont là, comment gérer avec la plus grande sagesse ces différends, au lieu
d'être déchirés par ces différends, d'aller au-delà de ces différends pour consolider donc l'unité et la solidarité entre les acteurs de la région. Donc, c'est ça la façon, question. Oui, l'important, c'est de trouver une solution pacifique. Voilà. Bon, et le Premier ministre, apparemment, a serré la main du président philippin Duterte. à La Réunion, surtout avec la photo de famille. Ouais. Ils ont échangé quelques mots. Ouais. Mais ils n'ont pas de rencontre tête à tête. Avant que cette réunion ait eu lieu, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères s'est déjà exprimé sur cela, donc la possibilité d'une rencontre bilatérale entre le Premier ministre chinois et le président philippin. Donc, pour la partie chinoise, nous avons adopté une attitude très ouverte là-dessus, de toute la nation, quelquefois peut-être technique ou matérielle de la réunion. Si cette réunion bilatérale n'a pas eu lieu, ce n'est pas, à mon avis, une question de fond, parce que les deux dirigeants se sont déjà rencontrés, ils ont eu cette possibilité de s'échanger, même si c'était un peu court. Les canaux de communication et d'échange, la voie de consultation diplomatique existe toujours. Donc, oui. Moi, je pense que, enfin, pour revenir à la mer de Chine, bien sûr qu'ils ont dû en parler, mais ce n'était pas à l'ordre du jour officiel de la rencontre. Ça, c'est assez important. Ça veut dire que c'est une forme de sagesse et de modération. Voilà. Il y a un conflit là-dessus, on ne va pas en parler exagérément, puisque la priorité dans ce sommet, elle concerne l'économie, et ça montre en tout cas qu'on peut mettre un sujet en parenthèse, ce qui est assez bon, ça prouve que ça marche, quoi, l'ASEAN. On peut mettre de côté quelque chose. Et l'intervention de Rodrigo Duterte, du coup, elle est assez bizarre. Hein. Il a sorti les documents avec des photos qui montraient que les Chinois sont en train d'installer des bases en mer de Chine du Sud. Est-ce que c'était vraiment le lieu de présenter ça? Mais il n'a pas fait que ça, d'ailleurs. Hein. Il a attaqué les États-Unis à la télévision. Il insulte le président américain. Il a quand même traité de fils de pute, à tel point qu'Obama n'a pas voulu le rencontrer, là, pour le coup. Il n'a même pas serré la main. C'est rare, hein, c'est très rare. Dans les relations. C'est assez invraisemblable. Il a une conception très spéciale de la diplomatie. Hein. D'ailleurs, il avait dit il y a un mois que son pays, les Philippines, allait quitter les Nations Unies. Finalement, ça ne s'est pas passé. Parce que les Nations Unies a critiqué sa façon de punir les criminels en ce qui concerne la drogue. La drogue, c'est ça. Parce que le drogue, on peut comprendre parce que le drogue a un souvenir très lourd pour les Asiatiques. Mais simplement, il y a 30 exécutions, je crois, par jour, ce qui est énorme, et les tribunaux s'en mêlent pratiquement pas. C'est une drôle de conception. C'est ça qu'Obama avait soulevé. Ce qui est dangereux, c'est le lynchage, parce que là... Ah oui, en plus, il encourage les gens à ça. Les Chinois parlent toujours du principe de gouverner l'État selon la loi et par la loi. Mais là, le lynchage, donc tout le monde peut punir comme ils veulent, ça c'est quelque chose à éviter. Donc c'est la raison pour laquelle les mesures prises par le gouvernement philippin ont été en quelque sorte condamnées, au moins critiquées par l'Organisation des Nations Unies. Et je crois que ce sont des critiques partagées par la plupart des pays du monde. Bon, de toute façon, apparemment le président philippin Duterte va visiter en Chine à la fin de ce mois. Apparemment, on va continuer à suivre ce dossier. Bon. Alors, revenons à notre sujet principal de cette réunion. Apparemment, la Chine et les pays ASEAN apparemment gardent une très bonne relation économique. La coopération entre les deux partenaires sont très très bons apparemment, jusqu'à maintenant. Oui, ce dialogue entre la Chine et l'ASEAN a été lancé il y a 25 ans, donc cette année, nous sommes en train de fêter le 25e anniversaire du lancement de ce dialogue. Donc l'anniversaire d'argent. Pendant ces 25 ans, beaucoup de choses extraordinaires ont été
réalisée entre la Chine et les pays de l'Asie du Sud-Est, sur tous les plans, non seulement au plan économique et commercial, mais aussi au plan humain, culturel, social, etc., etc. Et ce qui attire d'abord notre attention sont les succès commerciaux. Donc, il y a 25 ans, les échanges commerciaux entre la Chine et ces pays étaient autour de 8 milliards de dollars américains. En l'espace à l'époque, la Chine était encore juste commencé son développement économique. Son développement. Mais vous savez, l'année dernière, en 2015, le chiffre n'est pas loin de 500 milliards. 500 milliards. C'est pas loin. 47 milliards, plus de 470 milliards de dollars américains pour le commerce bilatéral. Donc, avec un rythme de croissance en moyenne de plus de 18% par an. Donc, ce qui est quand même extraordinaire. Mais, Richard, certains disent, surtout dans les médias occidentaux, américains surtout, disent que l'ASEAN, économiquement, il s'associe avec la Chine. Mais en termes de sécurité, il se penche plutôt vers les États-Unis. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Incontestablement, la puissance chinoise, on voit bien, elle crée une espèce d'inquiétude dans tous ces pays. Il fait peur à ses voisins, parce qu'il est trop gros. Et les Américains en ont très bien profité, quoi. Ils sont très présents dans la région, y compris par des bateaux militaires. Et ils ont un rôle, en quelque sorte, ils proposent à ces pays de les protéger. Et on est dans une période d'évolution de toute façon. On voit bien même sur un plan économique. La Chine, elle peut moins compter actuellement sur ses exportations, moins qu'il y a une dizaine d'années. Et elle va sans doute dans une phase, elle va rentrer dans une phase où l'économie intérieure chinoise sera de plus en plus importante. Et ce sont les pays du sud-est asiatique qui vont prendre le rôle d'exportateur qu'avait la Chine il y a 10-15 ans. Et donc on est en train parce que le main-d'œuvre est moins cher. On est en train de voir une évolution où il peut y avoir une complémentarité évidente entre la Chine et les pays du sud-est asiatique. Mais ce qui me frappe toujours, c'est facile à Laos. Obama a reconnu que les États-Unis ont bombardé Laos avec une densité extraordinaire. Il a jeté plus de bombes à Laos, un tout petit pays, que tout ce qu'il a lâché au Japon et en Allemagne durant toute la Seconde Guerre mondiale. Bon, la guerre de Vietnam, on comprend aussi, il y a centaines de milliers de morts. Mais on préfère que les États-Unis viennent dans l'Asie pour protéger ces pays, anciens pays agressés par les États-Unis, et on a peur de la Chine. Pourquoi? C'est ce que j'aimerais bien ajouter. Donc, même si ce que Richard a dit tout à l'heure est vrai, mais je ne suis pas sûr si cette vision sécuritaire est bonne pour les pays de l'Asie du Sud-Est, c'est-à-dire au plan sécuritaire de mettre l'espoir sur la présence et l'intervention d'une tierce partie, et surtout pour un acteur qui a eu un passé assez lourd dans la région. Donc je ne suis pas sûr si la vision est bonne. Il est oublié ce passé, largement. Mais il y a un autre danger. Un autre danger, c'est qu'il faut éviter que vous soyez utilisé par cette tierce partie. Utilisé pour leurs propres fins politico-militaires ou stratégiques dans la région. C'est-à-dire, je reprends la réponse de Litan, est-ce que la tension aux mers de Chine ou un certain conflit territorial ou d'autres choses entre la Chine et d'autres pays de l'ASEAN, je pose la question, est-ce que c'est à cause de la Chine ou à cause des États-Unis qui est en train de mener une stratégie de retour vers l'Asie? Bon, la réponse, c'est un petit peu les deux.
Je crois que la responsabilité, elle est difficile à définir. C'est un conflit territorial ces îles, les Spartley et autres, intéressent à peu près tous les pays de la région. Mais avant, ce n'était pas comme ça. Non, non, après la Seconde Guerre mondiale, tout le monde reconnaît que la mer méridionale était la Chine. Oui, mais alors chacun a trouvé des raisons historiques de dire qu'il avait un droit sur telle ou telle île. C'est compliqué. Je pense qu'il faudrait une bonne fois pour toutes une rencontre entre tous les pays et en discuter une bonne fois. C'est la seule solution. Si chacun fait des gestes et des protestations de son côté, que la Chine installe des bases que les autres ne reconnaissent pas, on ne va pas en finir. Je ne sais pas comment ça se terminera, parce que je ne crois pas que ça puisse aller à un conflit majeur quand même. Non, je ne crois pas. Je crois là, je reviens sur les deux consensus auxquels devraient arriver les pays de la région. Donc, le consensus est là. Sans la stabilité, la sécurité, donc le développement, la croissance, ce n'est pas possible. Mais comment arriver à la stabilité régionale? Alors, je crois cette double approche à propos de la Chine, le Premier ministre chinois il y a 2 ou 3 ans, donc c'est un choix très intelligent. Donc, pour régler ces différends, il faut que ces différends soient réglés par la voie pacifique et diplomatique, par la voie de négociation et de consultation entre les pays concernés. Mais pour le maintien entre les pays concernés, ceux qui sont à part, ceux qui sont en dehors, ça ne vous concerne pas. Oui. Mais pour le maintien de la stabilité et de la paix dans la région, c'est la plateforme multilatérale qui devrait être utilisée. Par exemple, l'ASEAN, ce dialogue 10+1, tout cela, on peut approcher cette question de façon multilatérale. Oui. Alors, on a parlé 10+1, mais il y a aussi 10+3, c'est-à-dire il y a le Japon et le Corée. Alors, le Corée du Sud et le Japon, quels sont les rôles qu'ils jouent dans cette région, Richard? Est-ce que ça... Oui. Ils sont économiques, hein, dans le cadre de l'ASEAN. C'est un petit peu la même chose que pour la Chine, c'est-à-dire que les pays du sud-est asiatique ont besoin d'un dialogue, et ils l'ont d'ailleurs. L'ASEAN ne fonctionne pas si mal de ce point de vue-là. Du point de vue... c'est essentiellement économique. J'aimerais bien ajouter, là, il existe une autre structure qui s'appelle le sommet de l'Asie de l'Est. Le sommet de l'Asie de l'Est, c'est 18 pays. Parmi les 18, les 13, c'est-à-dire 10+3, sont du côté de la région. Il y a les 5 observateurs ou interlocuteurs qui ne sont pas de la région. Alors, quand on parle du développement économique, de la croissance, tout cela, quand on parle de l'Asie de l'Est, la Corée du Sud, la Chine, le Japon, nous sommes ensemble avec les 10 pays de l'Asie du Sud-Est. Dans ce cas-là, nous sommes dans la même famille. Alors, dans la formule 10+3, 10+1, donc les 10 pays de l'Asie du Sud-Est, ils sont dans la même famille, donc il faut bien faire la distinction entre C'est intéressant, ça veut dire qu'il y a toutes sortes de structures en Asie actuellement qui n'existaient pas dans d'autres contextes historiques où les pays ne se voyaient pas. Avant la guerre de 14, avant la guerre de la Deuxième Guerre mondiale, ça n'existait pas. Là, il y a des tas de façons de se rencontrer qui, à mon avis, sont plutôt optimiste. Ça existe, on se voit et on traite de toutes sortes de sujets. On parle et puis voilà, je crois que c'est la fin de notre émission. De toute façon, rencontrer, discuter pour trouver des solutions, c'est la meilleure façon, je crois, de résoudre les problèmes. Merci beaucoup à tous les deux, merci pour votre participation, mais aussi vos analyses, qui sont très intéressantes. Et merci, j'espère qu'on va continuer à parler, continuer à vous inviter. Merci. Et merci à nos chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité et à la prochaine.